Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cet épisode de Questions d'actu, le 68e anniversaire des Forces armées royales. Et puis aussi, nous analyserons dans cet épisode ce dernier remaniement dans les organes de défense et de sécurité russes. D'abord, et dans l'actu nationale, Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, a adressé aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de cette institution, un ordre du jour aux officiers du rang et militaires du rang. Parmi les messages forts qu'on pouvait retenir du discours royal, les hautes instructions de Sa Majesté pour lancer une évaluation globale des curricula de formation et des programmes d'entraînement militaire, et ce afin d'y insuffler, je cite, une nouvelle dynamique. Objectif, adapter ces programmes et les stratégies à la recrudescence des menaces et des défis d'un monde aux tensions préoccupantes et aux transformations accélérées, pour reprendre les termes du souverain. Justement, les mutations profondes sur la scène géopolitique internationale s'accompagnent de changements radicaux dans les stratégies de défense et les plans économiques de certains pays. Et c'est le cas de la Russie, qui a connu ces derniers jours un véritable remue-ménage, au niveau notamment du gouvernement. En pleine offensive des troupes russes sur Kharkiv, Vladimir Poutine fait arrêter d'abord aujourd'hui un haut responsable du ministère de la Défense en charge des ressources humaines pour des activités criminelles. Et pour la première fois en 12 ans, le président russe remplace son ministre de la Défense. D'autres nominations convergent vers une potentielle économie de guerre ébauchée par Vladimir Poutine. J'accueille pour le débat de ce soir depuis Paris le général de brigade et expert en géostratégie, le général François Chauvency. Bonsoir général et merci de vous joindre au débat. Et avec moi en plateau, le colonel Hassan Saoud, expert en sécurité et en stratégie. Bonsoir colonel Saoud et merci de vous joindre au débat également. Merci madame pour l'invitation. Marhaba. Et j'accueille depuis Vancouver l'expert en stratégie politique, professeur Hicham Moatadid. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Colonel Saoud, c'est un grand jour aujourd'hui pour l'institution militaire de notre pays. Peut-être quelques mots à l'occasion du 68e anniversaire des phares, des Forces armées royales. 68e anniversaire, et cette institution n'a jamais cessé de rendre ce pays fier par son engagement, par son sacrifice et aussi par les missions importantes qu'il a fait, aussi bien à l'échelon national qu'au travers du monde. Et Sa Majesté a été, comme d'habitude, il a exprimé toute sa satisfaction sur cette institution, une gratitude pour les sacrifices consentis, la fidélité, la générosité, mais aussi son caractère opérationnel et qui s'adapte au changement. Au changement, comme ce fut le cas pendant le terrible séisme du 8 septembre Absolument. dernier, où vraiment on a vu le dévouement des Forces armées royales qui étaient sur le terrain juste après les événements qui y sont restés après, que ce soit pour les opérations de sauvetage, de déblayage, d'assistance aussi aux personnes qui ont été frappées par ce terrible séisme. C'est là où on voit une grande armée qui est là aux côtés des populations, au secours des populations, à leur aide et à l'assistance, et dans des missions difficiles, dans des territoires qui sont difficiles. Et on se rappelle, puisque vous l'évoquez, de la difficulté de l'accès à ce terrain-là montagneux. Exactement. Et grâce à cette générosité et à cette compétence des officiers, des sous-officiers, des soldats et de toute la communauté de sécurité, on a pu, dans un temps assez court, remettre cette crise, la planir pour commencer autre chose. Et ça, c'est à mettre évidemment au crédit de Sa Majesté, chef suprême et chef d'état-major général des phares, qui n'a cessé de la mettre à niveau sur le plan des ressources humaines, sur le plan des équipements, sur le plan scientifique, technologique. Et aujourd'hui, la première fois que Sa Majesté parle d'intelligence artificielle, à juste titre.
l'intelligence artificielle est devenue maintenant un élément structurant au sein des institutions militaires et un élément structurant de la guerre aujourd'hui. Justement, dans son message adressé donc à l'ordre du jour des phares, on parle aujourd'hui de l'ordre de Sa Majesté d'évaluer d'abord les parcours de formation et d'y insuffler une nouvelle dynamique. Parce que finalement, ce n'est pas la première fois que cette institution se modernise. Elle est en constante modernisation, colonel Saïd. Sa Majesté a fait un état des lieux géopolitique du monde, la menace, avec un M majuscule, le changement de la menace qui est devenu global, et puis certainement tous ces changements et ces bouleversements géopolitiques qui traversent le monde, les multi-alliances, les multi-alignements et la polarisation qui figure dans le discours royal, qui nécessite de revoir tous les paradigmes de sécurité-défense que Sa Majesté voudrait. Et là, il a parlé de la formation et la formation. C'est-à-dire la capacité de produire des programmes en adéquation avec la période, en adéquation avec toutes les menaces, pour permettre à nos ressources humaines, militaires, sécuritaires, d'affronter certaines menaces avec succès. Et il y a une institution qui vient d'être créée à l'occasion du 67e anniversaire, c'est le Centre royal des études et de recherche de défense, qui est un organe stratégique et surtout multidisciplinaire. Et ça, nous sommes maintenant avec un think tank dédié qui va apporter des changements et de l'innovation à la pensée stratégique de notre pays. Exact. Et justement, le souverain a également ordonné la construction d'un nouveau siège du Collège royal de l'enseignement militaire. L'annonce a été faite donc toujours aujourd'hui, qui est une sorte de pôle universitaire intégré, donc avec l'ensemble des écoles de formation militaire supérieure des officiers, mais aussi des différentes composantes terrestres, aériennes, navales de la gendarmerie royale. Et donc un enseignement à 360 degrés, une formation à 360 degrés. Toutes les composantes de l'institution militaire sont déjà présentes là-bas et font des formations. L'élargissement de l'école du Collège royal de l'enseignement militaire supérieur rentre dans ce cadre-là parce qu'il va abriter ce centre de réflexion que Sa Majesté a voulu pour cette optique sécurité-défense. Et c'est une excellente chose pour permettre de travailler dans des très bonnes conditions, parce que c'est un édifice qui va être très intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des nouvelles, mais c'est une bonne nouvelle. Et un édifice qui répond justement à l'enseignement que voudrait Sa Majesté contribue à cette efficacité qui est voulue. Et il faut s'en féliciter. Qui répond à la demande, qui répond aussi à la demande Absolument. Grandissante de la jeunesse marocaine de rejoindre cette institution qui est l'institution militaire de notre pays. Sa Majesté le Roi a salué cet engouement de la jeunesse pour l'appel au service militaire, et lequel service militaire donne à l'issue des vocations. Si vous voulez continuer, il y a de la place, mais si vous voulez aller ailleurs, il y a des formations spécifiques qui permettent aux anciens appelés d'aller chercher un travailleur, puisqu'ils sont qualifiés dans divers domaines, et donc il y a de la demande. Je pense que c'est une excellente chose, et puis il demeure des soldats de la nation mobilisables, et ça c'est une excellente chose par les temps qui courent et par rapport à tous ces bouleversements qui existent dans notre région et à travers le monde. Et à travers le monde, Général Chevancy, l'impact de la géopolitique aujourd'hui sur les concepts de sécurité et de défense en ces temps troubles. Je dirais qu'aujourd'hui, on est en train de redécouvrir que la sécurité n'est pas un bien acquis, que tout le discours qu'on a entendu depuis maintenant 1991, 1990, la chute du mur de Berlin en 89, la fin de la guerre froide, nous montre que le monde est toujours dangereux,
que le recours à la force armée reste une hypothèse crédible, alors qu'on l'avait évacuée. Ça a arrangé tout le monde. Donc aujourd'hui, quels que soient les pays, on doit assurer une sécurité, je dirais, à l'extérieur de nos frontières. Je dirais la France comme le Maroc sont parfaitement concernés par peut-être des ennemis plus ou moins lointains. Je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, il faut prendre en considération que l'illusion du XXe siècle vers le XXIe siècle s'est dissipée. La guerre est à nos frontières, la guerre est possible. Cela veut dire qu'il faut s'y préparer. Et ce que j'aime bien dire, c'est que nos ancêtres, je dirais romains, le disaient, hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. Eh ben, on a rien compté. Justement, la guerre est aux portes aujourd'hui de l'Europe. Peut-être un mot sur la situation aujourd'hui sur le terrain, notamment donc en Ukraine et avec cette offensive russe sur Kharkiv. Oui, alors de toute façon, il faut bien prendre en considération, on parle beaucoup de Kharkiv donc, depuis quelques jours, l'offensive a commencé en gros il y a 3 jours, mais il faut bien remettre ça dans le contexte général. En fait, ce n'est qu'une partie de la grande offensive lancée par les Russes maintenant depuis plusieurs semaines. Exact. Voilà, on n'en voit que des morceaux parce qu'effectivement, on a un point clé chaque jour. Mais en fait, c'est une grande offensive. Et cette grande offensive sur peut-être 400, 500 kilomètres, hein, parce que ça va du nord au sud, les Russes cherchent la faille. Et ils exercent une pression pour que si la faille n'est pas décelable, elle apparaisse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Kharkiv peut être une faille, non pas parce qu'elle va être conquise, mais simplement parce qu'elle va aspirer des forces ukrainiennes qui vont manquer ailleurs, là où les Russes font d'autres pressions, comme par exemple au sud, à l'est plutôt, dans la région d'Advika. Très bien. Peut-être un mot justement, colonel, sur cette offensive, d'abord sur Kharkiv, et en fait, cette offensive russe, comme l'a rappelé à très juste titre le général Chauvency, c'est une offensive à très grande échelle, alors que c'était l'Ukraine qui avait lancé la contre-offensive. Donc on se retrouve un peu entre une offensive, une contre-offensive. Est-ce qu'elle a échoué finalement, ce qui a permis à l'offensive russe de prendre l'ampleur qu'elle a pris à ce jour? Voyez-vous, comme vient de dire le général, je pense que nous sommes dans une phase de reconnaissance offensive sur un dispositif de 500 km, et il a bien fait de le signaler. On peut voir sur la carte, justement. Absolument. Et quel est le but justement de cette offensive, entre guillemets? C'est chercher le ventre mou d'un dispositif de 500 km. Et deuxièmement, à mon avis, faire basculer par les craintes de certaines unités, si jamais ils veulent le faire, pour faire une percée significative. Oui. Sur le Kharkiv, moi je pense, et j'aimerais avoir l'avis du général Chauvency, que d'abord il faut sécuriser Belgorod. Il faut créer une zone tampon ou une zone grise de manière à ce que l'artillerie n'y arrive pas. Ils sont déjà dans les villages avoisinants avec... qui est plutôt vers la frontière est, n'est-ce pas? Absolument. Et donc, qui est proche de Kharkiv. Le but, évidemment, c'est de sécuriser Belgorod, parce que c'est un centre logistique important. Et puis, il est pas loin. Et donc, je pense que par rapport à une artillerie tactique, il faut éloigner de... Mais je ne sais pas si Kharkiv est un objectif final, tant c'est difficile. Et pour moi, je pense que ça ne serait pas possible par rapport à ce qu'on dit comme... forces qui sont engagées, 50 000 hommes, c'est pas fait pour, de mon point de vue, pour prendre Kharkiv. Kharkiv est quand même garni. Kharkiv, il y a même des milices d'autodéfense interne, et puis il y a une population. C'est la deuxième ville d'Ukraine. Et si jamais les Russes tenteraient d'aller vers Kharkiv, il y aura beaucoup de casse, parce que c'est toujours celui qui est à l'offensive qui paye 5 fois plus que celui qui est assiégé ou qui est attaqué. Et donc pour moi,
je rejoins ce qui a été dit. Je pense qu'on cherche à étirer un dispositif pour voir où la faille. Mais c'est Donetsk, c'est vers Donetsk et tous les oblasts là que, de mon point de vue, ils essaieraient de percer. De percer, Général Chauvency, de percer, oui, de l'Ukraine, de résister, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui arrive, par surprise, dit-on, à la capitale ukrainienne, Kiev. D'abord, pourquoi cette visite et aussi, ça nous interpelle aussi sur les aides à l'Ukraine, bien sûr, avec ces milliards qui ont été débloqués tout récemment par le Congrès américain. Et la suite. Oui, tout à fait. Alors oui, cette visite surprise, alors elle est surprise peut-être, mais je dirais que l'objectif politique, c'est quoi? C'est de rappeler que les Américains vont envoyer des armes et des munitions. Ils ont voté, concrètement, il y a 1,6 milliard qui est déjà attribué en missiles solaires, en missiles anti-chars, dans l'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée américaine livre ses stocks. C'est ça la réalité. Donc c'est la priorité. C'est aussi un moyen pour les États-Unis de rassurer Zelensky, qui ne cesse d'appeler à l'aide, puisque la situation est grave. Il y a un énorme risque de l'effondrement de l'armée ukrainienne, pas totalement, mais par zone. Il suffit que justement cette percée ait lieu pour que la ligne de front puisse s'effondrer, au moins dans une partie du territoire. Voilà, donc M. Blinken est venu effectivement pour rassurer, afficher l'aide américaine, et je crois qu'encore aujourd'hui, les Américains ont encore voté, ou attribué, plutôt, parce que c'est déjà voté dans l'ensemble, 300 à 400 millions de dollars. Donc effectivement, pour bien montrer que les Américains sont là et ne laisseront pas tomber l'Ukraine. Alors, les Américains sont là, les armes américaines sont là. Est-ce qu'elles suffisent pour la contre-offensive et pour arrêter justement cette avancée russe? Aussi, je vais vous interpeller aussi sur l'Europe. Oui, alors ça n'arrêtera pas l'offensive russe, parce que d'abord, l'offensive russe, pour les Russes, elle est nécessaire maintenant. C'est-à-dire que plus ils poussent maintenant, plus ils prennent d'avantages, mieux c'est pour eux, dans la mesure où les armements, les munitions ne sont pas arrivés et que l'ensemble qui est promis ne sera pas là avant l'été prochain, minimum. Donc les Ukrainiens doivent tenir en gros 3 à 5 mois et les Russes ont 3 à 5 mois pour gagner au moins localement un certain nombre de territoires. Quant aux Européens, oui, les Européens, ils se mettent en économie de guerre progressivement, doucement, mais ils le font. Il y a beaucoup d'argent qui a été donné. Mais qu'est-ce qu'on appelle par économie de guerre, justement? Parce que nous allons y arriver quand on va parler de l'économie russe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un pays comme la France, par exemple, il est capable de se tourner vers ce modèle d'économie de guerre en connaissant bien sûr l'état des stocks, l'état aussi des ressources humaines, etc. Mais je veux dire, c'est vraiment changer complètement de philosophie et de modèle de fonctionnement. Est-ce que vous y croyez, vous, à ce virage des pays européens vers une économie de guerre à cause de ce qui se passe en Ukraine? Alors d'abord, effectivement, économie de guerre, à la différence des Russes, en Europe et en France en particulier, il y a d'autres priorités. Voilà. La priorité, c'est le bien-être du citoyen. Bon, déjà, on ne pourra pas mettre 30-40% de notre budget général au service de la guerre, ni 6-7% du PIB. On en est à 2%. Voilà, c'est ça la réalité. Maintenant, économie de guerre veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va peut-être se dégager de toute la bureaucratie qui entrave la fabrication des armes rapides. Aujourd'hui, on peut prendre par exemple le Rafale français, au lieu d'en faire un par mois, on va faire 3 par mois. Alors bien sûr, ce n'est pas pour l'Ukraine, mais néanmoins, ça veut dire qu'on adapte l'industrie à la réalité. Pareil pour les Césars, les canons d'artillerie, on était à 2 par mois, on doit passer à 6 par mois. Donc, il y a une accélération des capacités industrielles. Mais surtout, ce qu'il faut retenir en termes d'économie de guerre, et c'est ça peut-être la faiblesse de ce terme, c'est qu'en Europe, quel que soit le pays, l'industrie d'armement est privée. Ouais. Si l'industriel privé n'a pas d'argent, si on ne lui a pas donné l'argent pour acheter, il ne produira pas. Donc, c'est aussi un changement de mentalité dans nos États européens. Et ça pose la question, d'ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas un système industriel d'État, comme ça existait en France il y a 30 ou 40 ans, qu'on a supprimé pour des raisons d'économie libérale, économie de marché. La réalité, elle est là.
un C'est industriel... une question d'offre et de demande, j'ai envie de dire, Général Chauvency. Je veux dire, les industriels, même privés, si la demande est là, qu'est-ce qui les arrêterait à justement peut-être augmenter la cadence à fabriquer plus de matériel militaire? Alors, il faut de l'argent. Donc, l'État, quand il promet, il donne de l'argent. Ce n'est pas toujours la promesse qui est tenue, reconnaissons-le. Deux, mettre des lignes de production en vitesse, je dirais, rapide, veut dire aussi avoir tous les personnels capables, les ouvriers capables d'être là. Or, nous avons un problème en France aussi d'aptitude professionnelle. On n'a pas forcément le nombre de soudeurs, le nombre d'ajusteurs. Donc, économie de guerre veut dire aussi recruter du personnel qualifié. Ça ne veut pas dire qu'on l'a aujourd'hui. Donc, ça veut dire 2-3 ans de mise en œuvre et que pour cette économie de guerre, si on voulait avoir au moins un axe fort, il faut du temps. Et donc, ça ne sera pas réalisé en 2024. Ça sera en 2025. Ça commence à être totalement efficace. 2026. Et quand vous écoutez tout ce qui est dit aujourd'hui, on voit bien que la guerre est quand même annoncée pour aller jusqu'en 2026. Oui, absolument. Et d'où certaines nominations dans le gouvernement, dans le nouveau gouvernement de Vladimir Poutine, professeur Moatadid, et aussi avant qu'on parle de la Russie, l'Ukraine, puisqu'on y est, Zelensky qui limoge un commandant des forces ukrainiennes justement à Kharkiv. Peut-être qu'est-ce qui a motivé cette décision du président ukrainien à ce moment où l'offensive russe escalait dans cette région? Je pense qu'il s'agit d'un changement tactique en fait de la part des Ukrainiens afin de donner une réponse dans l'immédiat sur ce qui se passe dans le terrain et aussi pour en fait absorber cette pression russe tant au niveau médiatique qu'au niveau politique et aussi au niveau national, parce qu'on le sait tous qu'il y a cette pression en fait exercée par les Russes, notamment avec cette avancée sur le territoire. Et je pense que le président russe ou les responsables russes n'ont pas le choix que d'aller jouer quelques cartes afin d'absorber en fait cette tension, cette haute tension qui ne cesse pas d'augmenter au niveau national. Exact. Colonel Saoud, pourquoi faut-il suivre et vraiment minutieusement et analyser avec beaucoup de précaution les nominations? D'abord, les limogeages, les arrestations et les nouvelles nominations, dont ce qui contrôle aujourd'hui le gouvernement russe, mais pas que. Il y a les organes de défense et les organes de sécurité. Vous savez, depuis qu'il est là, le président de la Fédération de Russie n'a jamais fait un chamboulement dans le gouvernement. C'est toujours par petites touches, en gardant évidemment les fidèles, les loyaux, etc. En l'espèce, je pense d'abord pour l'Ukraine. Oui, pour Zelensky qui limoge le commandant des forces à Kharkiv. Le général Drapatov est un grand combattant. C'est lui qui a repris Kherson. Il était à Mariupol et à Kharkiv. C'est un grand combattant qui est connu, donc il a un background et il est revenu à l'état-major pour justement ces problèmes de formation. Et donc le choix, il connaît le terrain, il connaît... Pour ce qui est de ces nominations, je pense que nous sommes dans un jeu de chaises musicales. Quand on voit par exemple... Il y a des nouveaux, hein, ou pas du tout? Non, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau, en fait. C'est vraiment les mêmes et on les fait tourner. Oui. On reprend les mêmes et on recommence, comme disait le général de Gaulle. Exact. Mais, par exemple, au niveau de la défense, voilà le Shoigu. Shoigu, le fidèle parmi les fidèles de Vladimir Poutine. Même dans certaines intimités. Et évidemment, depuis 2012. Avec le chef d'état-major aussi qui est là depuis longtemps, je pense qu'il y a une envie de moralisation de la vie dans ce ministère. Pourquoi? Parce que tout le monde savait qu'il y avait des scandales de corruption et tout ça, mais là, c'est arrivé d'abord avec le général le 22 avril qui a été arrêté par le FSB pour évidemment des problèmes de corruption sur les contrats, parce qu'il était chargé du BTP. Et il fait partie des
principaux vice-ministres de la Défense, qui sont 12 avec Shoigu. C'est 12 vice-ministres. C'est un autre gouvernement. Général Chauvency, bien naturellement, je vais vous faire peut-être réagir sur ce technocrate qui dirige la défense. Oui, mais enfin, les rumeurs ou les informations qu'on a sur lui sont ambivalentes, hein. C'est vrai qu'on l'a présenté comme un économiste, comme un technocrate, mais il semblerait quand même qu'il ait bien d'autres compétences et qu'au contraire, ce soit quelqu'un qui sait parfaitement planifier finalement, justement, ce que doit être une économie de guerre. Donc, on n'est pas simplement un exécutant, comme on pourrait s'imaginer, mais quelqu'un qui serait peut-être intelligent. D'abord, il est reconnu comme tel, il est travailleur, il est intègre, et quand on parle effectivement d'arrestation pour corruption, c'est un message. C'est un fidèle, et c'est vrai que Vladimir Poutine privilégie la loyauté et n'accepte pas la trahison. Après, il bouge les personnes comme il entend. Alors, c'est vrai que bouger Shoigu maintenant est un peu surprenant, mais là, ce qu'on voit comme de l'extérieur, c'est que se met en place ce qu'on a évoqué il y a quelques instants, c'est une guerre longue avec une planification de l'économie pour faire la guerre. Et là, je pense que Vladimir Poutine a mis quelqu'un capable de mettre en place cette économie de guerre pour une guerre longue et pour la gagner. Et je crois que c'est ça qu'il faut bien voir. Ça envoie des signaux quand même alarmants, je veux dire, à la communauté internationale, et vraiment qui confirme les doutes et les craintes que cette guerre est partie vraiment pour durer. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, et je ne transpose pas, mais je fais peut-être pas un comparatif, mais en tout cas, je mets les deux situations. Là, on prend un technocrate avec les connaissances qu'il a pour réformer finalement, pas l'organe de la défense, mais plutôt l'économie de la défense. Et c'est une industrie en soi, et qui ne servira pas qu'à la guerre avec l'Ukraine ou sur l'Ukraine, mais aussi à d'autres guerres dans d'autres contrées que la Russie appuie. C'est vrai. Là, pour l'instant, je crois que l'enjeu russe et de Vladimir Poutine, c'est de gagner. Et qui mettent tous les moyens qu'il faut pour gagner. N'oublions pas non plus, dans un cadre plus général, que la Russie est quand même était le deuxième exportateur mondial d'armement. Absolument. Ça faisait partie du commercial, il ne faut quand même pas l'oublier. À terme, effectivement, après la guerre, si elle s'arrête un jour, il y a bien sûr ces armements qui sont capables de vendre. Mais aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de gagner en Ukraine. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs alarmantes en disant, et c'est ce que disent les Ukrainiens, en particulier, et les pays limitrophes, oui, la Russie, une fois qu'elle aura battu l'Ukraine, ira plus loin, ce qui n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Mais n'est-elle pas déjà plus loin ? Non, on est toujours... je ne parle pas bien sûr de présence militaire, sauf paramilitaire, et là c'est un autre sujet quand on parle de Wagner anciennement, mais la Russie aujourd'hui n'appuie-t-elle pas d'autres régimes amis tout à fait. Ou alliés? On voit bien dans le Sahel, mais ça fait partie, je dirais, quelque chose que moi j'avais évoqué il y a plus d'un an, en termes d'analyse, en disant que l'intérêt de la Russie aujourd'hui, c'est de mettre le chaos là où elle peut. Et c'est ce qu'elle a fait. En Syrie, pas qu'au Sahel, mais oui. Quand Moscou ou Poutine reçoit des dirigeants du Hamas, on peut quand même se poser quelques questions. Voilà. Donc, mettre le chaos ailleurs pour disperser la capacité de résistance des Occidentaux, je crois que ça fait partie de la stratégie générale de Poutine, qui est mise en marche depuis des mois et des mois. Et oui, effectivement, il profite des opportunités. Ça ne veut pas dire qu'il les crée forcément, mais c'est disperser les forces occidentales, créer une relation internationale qui nous fasse compte, qui nous impose une contrainte pour nous, et parce qu'on a des moyens limités, et finalement qu'on obtienne un désengagement moral vers l'Ukraine en acceptant à un moment donné que l'Ukraine est perdue. Et voilà le grand dilemme. Et la stratégie de Vladimir Poutine, pour moi, est vraiment une stratégie mondiale. Et là, je rejoins ce que vous avez dit. Mais c'est presque des facteurs d'opportunité. Là où il peut, il fait. On ne voit pas trop, je dirais, une intervention directe. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de force. Mais plus il met le désordre, plus il assure finalement une certaine image internationale. Et puis, il disperse nos capacités de réaction. Ce qui est intéressant aussi de voir, et là je me tourne vers professeur Moattadi, ce qui est intéressant de voir, c'est comment se porte l'économie russe aujourd'hui, en sachant que 7% du budget, ou du PIB, soit 140 milliards de dollars, c'est quand même des PIB de pays là,
7% du PIB va vers les dépenses budgétaires, et notamment pour 2024 pour l'armée, 35% du budget de la Fédération qui va vers l'armée. Comment se porte cette économie russe qui est aussi sujette à de lourdes sanctions occidentales? Oui, vous avez raison. En fait, il y a quand même la guerre a impacté négativement, qu'on ne veut pas, cette économie de la Russie qui a été à un certain moment quand même qui se portait bien avant la guerre, bien évidemment. Mais en fait, les responsables ou le leadership russe comptent beaucoup sur la coopération et l'appui chinois aussi pour qu'ils puissent maintenir un certain niveau économique pour la Russie. Et c'est pour ça qu'on a vu en fait ces relations un peu plus approximatif entre le leadership à Moscou et celui à Pékin afin vraiment de maintenir un niveau économique soi-disant stable pour les Russes afin qu'ils puissent durer longtemps en fait à mener cette guerre, et aussi ce changement de leadership en fait dans les forces armées en nommant un économiste à la tête du ministère de la Défense s'explique par en fait faire dynamiser le secteur militaire dans l'économie. Et pourquoi pas en fait prendre en fait l'industrie militaire comme un nouveau locomotive en fait dans cette économie russe qui est en train de piétiner depuis le début de la guerre. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle piétine? Si on voit par exemple le déficit budgétaire russe aujourd'hui, il est de 24 milliards de dollars. Est-ce que ce déficit-là est synonyme d'une économie qui peine à... qui est à la traîne, tout simplement. Si on voit les chiffres, si on voit les chiffres même de la croissance russe, avec toutes les... Est-ce que vous pensez que finalement, la Russie, économiquement, est capable de supporter une guerre longue? En fait, c'est pour ça que le leadership russe, en fait, il essaie d'aller chercher des solutions. Comme je l'ai mentionné, il compte beaucoup sur l'appui chinois dans cette transition, en fait, dans cette étape, dans cette période de guerre. Est-ce qu'ils ont peur, en fait, que cette guerre dure encore longtemps dans le temps? C'est pour ça qu'ils ont pensé à mettre un économiste à la tête, en fait, du ministère de la Défense afin qu'il puisse dynamiser une certaine économie militaire, afin qu'il vienne venir en fait d'appui au secteur économique russe. Ça, c'est des questions, des réponses en fait auxquelles on va savoir par la suite. Mais chose qui est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes en fait dont souffre l'économie russe à l'intérieur. En fait, l'engagement du leadership russe pour qu'ils puissent chercher des solutions afin de maintenir le plus longtemps possible un minimum économique de survie en fait de l'État. Mais c'est des questions en fait auxquelles on va pouvoir répondre en avançant dans le temps et en voyant aussi est-ce que ce changement tactique de leadership au niveau de l'armée est l'une des solutions qui sera proposée par le Kremlin au niveau de la politique économique de la Russie. Ce qui est intéressant, vous avez parlé de la Chine, premier déplacement après sa réélection, colonel Saoud, ce sera à Pékin, les jeudi, vendredi. Vladimir Poutine qui y va donc pour son premier déplacement à l'occasion aussi d'un anniversaire, 75 ans des relations entre la Russie et la Chine. Permettez-moi d'abord de faire une petite mise au point sur le nouveau ministre de la Défense. Il faut savoir qu'il avait tout le dossier de l'exportation de l'armement avant de venir à la Défense. Et qu'il le garderait d'après beaucoup d'analystes. Il va amener avec lui. Et secondo, il était l'artisan du contournement des sanctions contre la Russie. Et donc, en réalité, il n'a pas quitté le ministère de la Défense. Quant à la visite du président russe, vous savez, il en a beaucoup fait vers la Chine, parce que c'est un allié stratégique, même s'il y a quelques points d'achoppement sur certains sujets. La Chine reste l'importateur premier avec l'Inde de toutes les exportations en dépit des sanctions, à un prix 28 fois moins que le reste. En parlant d'exportation russe, justement, parlons d'agriculture, des produits agricoles. Et avec ce remaniement et avec cette nomination. Je parle du ministre de l'Agriculture, absolument. De Dmitri Patrouchev, fils de son père, exact. Qui était ministre de l'Agriculture et qui revient
comme vice-premier ministre. Et il amène avec lui le dossier des matières premières. Agricole. Des matières premières. Tout. Ça a été dit comme ça. Les gens qui sont... Et il amène avec lui un ou deux dossiers. Ce n'est pas encore réglé, mais il amène avec lui le dossier qu'il a géré. C'est un garçon de 48 ans, jeune. Au moment où on en parle maintenant comme un potentiel futur, même si le président de la Fédération de Russie est censé être là jusqu'en 2036. Il a encore du temps. Mais tout le monde, avant, on parlait de son père comme futur successeur. Là, dans les conjectures, on dit que c'est peut-être quelqu'un qui va être adopté et puis qui va gravir les échelons et certainement, enfin, et probablement un successeur. C'est peut-être une récompense de la fidélité du papa, mais on verra bien qu'est-ce que deviendra le papa, sauf que de mon point de vue, il restera toujours un visiteur du soir de son ancien compagnon du KGB. Igor, un mot peut-être sur Igor Koussokov. C'est un général qui s'occupe des ressources humaines. Et là, je pense que on parle du même, il vient d'être arrêté. Oui. Et c'est ça. Est-ce qu'on est en train de faire du vide par rapport à M. Shoigu? Je ne sais pas. Le nouveau ministre, il a fait un seul discours hier et on a commencé à voir est-ce que s'il y a une purge, parce qu'en tout état de cause, tout le monde est d'accord et les services de renseignement sont d'accord qu'il y a une mafia à l'intérieur de cette institution et qu'il y aurait une volonté d'assainir et de moraliser parce que c'est moraliser, quand même... et puis aussi, n'oublions pas, oui, peut-être pour ce côté de moralisation, indéniablement, mais il y a aussi une guerre des clans. Tout à fait, elle est juste. Et le rôle principal que se réserve depuis longtemps le président Poutine, c'est l'arbitrage entre les clans, entre les militaires, la GRU, le FSB, ouais. et puis le FSR, et dans l'entourage immédiat, il passe son temps, et il a besoin de ça pour le maintien, en maintenant l'équilibre entre les clans qui... vous savez, moi, quand j'ai vu l'ancien général chargé des infrastructures être arrêté par le FSB, alors que le GRU, puisque c'était un militaire, je me suis dit quelque chose qui ne marche pas entre ces deux institutions. En tout état de cause, c'est un changement, et comme ça a été dit par vous et par le général, je pense que le nouveau ministre va orienter va s'orienter vers une économie de guerre. Deuxièmement, je pense qu'on va séparer l'opérationnel, le militaire, du politique. Oui. Je vois que le général Chauvency acquiesce et je pense qu'il partage votre avis sur plusieurs points. D'ailleurs, on l'a vu réagir tout à l'heure, général Chauvency, une réaction surtout concernant on a l'impression vraiment que c'est une militarisation finalement de l'économie russe en bonne et due forme cette fois. Parce que là, on parle bien sûr de gestion des matières premières, de gestion du ministère de la Défense, mais on a l'impression que c'est une gestion purement économique. D'où ce concept de séparation. L'opérationnel, mais aussi l'autre opérationnel qui est, pour le coup, l'argent. L'argent. Alors, il faut bien comprendre qu'une armée ne peut gagner que si elle est bien soutenue par le pays qui est derrière. Alors. Donc l'armée, en fait, aujourd'hui, dans la guerre, comme hier peut-être, n'est qu'en bout de chaîne. Si l'armée n'a pas les munitions, si l'armée n'a pas les hommes, si l'armée n'a pas une population qui la soutient, si l'armée n'a pas un ministre qui la défend, l'armée, elle s'effondre au bout d'un moment. Donc, je pense que c'est ça qui a été mis en place, c'est-à-dire on parle d'une économie de guerre, mais c'est vrai que peut-être que le terme n'est peut-être pas correct. Peut-être ce que l'on devrait dire, c'est que la Russie est en guerre et que là, elle utilise tous ses moyens
pour gagner cette guerre dans laquelle l'économie a une part importante. Ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point aussi, c'est que le nettoyage qui se fait au sein du ministère des Armées russes se justifie aussi parce que quand on donne autant de pourcentage de son budget, de son PIB, autant d'argent à un ministère et qu'on n'a pas tous les résultats sur le terrain, il y a un moment où on se dit que les corrompus qu'on connaissait depuis bien longtemps, parce que les généraux arrêtés, on le sait qu'ils étaient corrompus, on sait qu'ils avaient un train de vie inacceptable. Eh bien, il y a un moment donné où je dirais c'est une reprise en main par Vladimir Poutine, parce que quand même... Mais Vladimir pourquoi Poutine, après sa réélection? C'est le timing aussi, il est assez intéressant à regarder. Je veux dire, il l'a pas fait avant sa réélection. alors, je pense que d'abord, il faut peut-être voir que constitutionnellement, le gouvernement est changé après une élection. Donc, il a profité. Il est très légaliste, Vladimir Poutine. Très Il bien. applique ses règles. Voilà. Parfois, il rajoute une loi en plus, d'accord. Oui, bon. Mais il la Hein. respecte. Enfin, il va la rajouter pour la respecter, bien sûr. Il est légaliste. Ça ne veut pas dire que c'est forcément légitime, mais c'est légaliste. Donc, il garde les formes. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, nous sommes tous focalisés sur la dimension militaire, parce que la guerre est à nos frontières. Donc, on voit bien ce qui se passe. On voit peut-être pas trop ailleurs ce qui se passe en Russie. Le Premier ministre n'a pas été changé. Il est toujours chef du gouvernement. On le voit jamais, mais il existe. Donc, voilà. Et je pense qu'il y a une réflexion qu'on peut avoir aussi au bout de 2 ans et demi de guerre, en gros. Vladimir Poutine a senti le vent du boulet, comme on dit, en juin 2023, quand effectivement Prigojine a fait sa tentative plus ou moins réelle de coup d'État. Et on l'a bien vu que Vladimir Poutine avait très mal supporté cela. Il s'est peut-être rendu compte qu'il était fragile et que là, petit à petit, il met en place l'ensemble des contre-pouvoirs internes pour éviter, peut-être, on parlait de guerre des clans il y a quelques minutes, pour éviter peut-être qu'un clan le destitue un jour ou l'autre, parce que plus la guerre va durer, plus il y aura de morts, plus il y aura de blessés, plus la vie du Russe moyen sera difficile, plus il y aura un risque, finalement, un jour, pour qu'une partie des clans qui entourent Poutine disent « bon, ça suffit maintenant ». Et donc, Vladimir Poutine est en train d'assainir un peu son environnement pour rester au pouvoir. Et le colonel Saoud l'a dit tout à l'heure, il y a un équilibre entre les clans, et diviser pour régner, un vieil adage qu'on connaît bien, permet à Poutine de rester en haut et de ne pas être destitué ou de disparaître un jour ou l'autre. Voilà, donc nous sommes dans 2 ans et demi de guerre, et comme on parle de 2 ans de guerre en plus, quel chef d'État pourrait rester finalement au pouvoir avec une guerre qui ne gagne pas vraiment, sans avoir un risque de révolution interne? Et c'est peut-être ça que Vladimir Poutine est en train de prévenir. Il veut éviter qu'à un moment donné, en interne, il ait cette révolution qui le destitue. Oui, justement, d'où aussi la recherche de moyens de revigorer cet appareil économique, mais aussi militaire, et qui se chevauche finalement dans cette nouvelle composition gouvernementale. Alors, guerre des clans aussi entre les Occidentaux, ceux qui veulent aussi rester en partie, si on peut le mettre entre guillemets, dans cet ancien empire russe, et là je fais allusion à la Géorgie. Aujourd'hui, les députés géorgiens ont tranché, malgré les manifestations, eh bien, cette loi, qu'on surnomme la loi russe, est passée avec une large majorité. Je vais peut-être faire réagir colonel Saoud sur ça. Après, je passe à Hicham Mu'tadid depuis Vancouver. Pourquoi on l'appelle la loi russe ? Et qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce que change ce vote aujourd'hui des députés géorgiens ? En quoi ça concerne cette loi qu'on appelle là-bas la loi Poutine? C'est comme ça qu'on l'appelle en Géorgie. Ça a été voté déjà en Russie. Il s'agit pour les partis, les ONG ou les médias qui sont financés à plus de 20% de se déclarer, si vous voulez, agents de l'étranger. Et il se trouve que en Géorgie, la présidente en Géorgie, elle est un peu symbolique. Et il y a évidemment le parti du gouvernement qui est quand même dirigé par un oligarque qui s'est fait beaucoup d'argent en Russie. Et c'est lui qui dirige le parti géorgien qu'il a créé lui-même
parce qu'il était à un moment donné président pendant moins d'1 an. Et là, je pense qu'il veut sauvegarder son argent. Sa fortune est estimée à 4,5 milliards de dollars. Rien que ça. Oui, et là, en 3e lecture, ça a été voté. Oui. À 80 voix contre une 30. trentaine, ouais. Il reste le veto de la présidente. Est-ce qu'elle va en user? Il semblerait qu'elle s'est engagée à opposer son veto, mais on verra. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une volonté populaire aussi, finalement, au sein de ces députés? Non, au contraire. Vous savez, la jeunesse, les intellectuels, les organisations, il y a depuis 3 mois, il y a devant le Parlement tout le temps des manifestations avec une répression. Ça a se posé des questions. Ces députés, ils représentent qui? Parce que si on a cette majorité, et de l'autre côté, on a des manifestants qui sortent. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle a été reportée plusieurs fois. Oui. Mais elle a été votée. Mais elle a été votée aujourd'hui même. Oui. Qu'est-ce qu'elle change finalement, cette voie, Hicham? Tu as dit des comptes tenus aujourd'hui, des tensions dans cette région et aussi de cette polarisation de toute la géopolitique mondiale, de la polarisation des pays. Est-ce que la Géorgie ne va-t-elle pas virer du côté russe? Ne va-t-elle pas finir par... En fait, ce genre de projet de loi, c'est un thermomètre politique, on ne le veuille pas, dont dispose en fait la communauté internationale pour faire une lecture. Ça ne serait que indicatif de ce qui va venir par la suite ou de ce qui va se passer en fait en Géorgie. C'est un jeu de rapport de pouvoir, d'influence en fait qui se passe en Géorgie entre d'un côté l'Occident et de l'autre côté Moscou. Comme l'a mentionné le colonel, c'est un rapport de force entre la présidente, en fait, Salomé, qui n'a pas vraiment un vrai pouvoir réel, mais quand même qui détient du veto. Mais il y a ce qu'on appelle l'homme de l'ombre, en fait, l'homme du fer, en fait, qui gère la Géorgie, en fait, derrière les rideaux. C'est Bidzinia. En fait, c'est un homme d'affaires qui s'est enrichi en Russie et qui détient vraiment des sommes colossaux dont il use, en fait, pour influencer en fait l'opinion publique en Géorgie, mais il y a cette masse quand même de jeunes qui est présente dans les rues et qui manifeste contre ce projet de loi malgré la position du parti politique Rêve Géorgie qui est au pouvoir. Maintenant, est-ce que le leadership en fait qui est au pouvoir va pouvoir s'imposer et faire passer ce texte malgré qu'il a été voté aujourd'hui. Et l'un des leaders en fait de ce parti a annoncé aujourd'hui que malgré le veto de la présidente, ils ont le pouvoir de faire passer ce texte législatif, chose qu'on va savoir dans les jours ou les semaines à venir. Et il y a aussi les déclarations de l'autre côté des responsables européens qui menacent la Géorgie de ne pas intégrer l'Union européenne si jamais ils adoptent ce texte de loi, d'où en fait l'explication de cette manifestation de la jeunesse qui veut ou qui se veut une place pour la Géorgie au sein de l'Union européenne. Maintenant, qui va avoir gagné le terrain en fait politique dans la Géorgie, c'est des choses auxquelles qu'on va découvrir en fait dans les semaines et les jours à venir. En attendant, c'est un vrai casse-tête pour Bruxelles. On va finir sur cela avec vous, Général Chauvency. Pour Bruxelles et pour toute la communauté occidentale, les États-Unis, l'Union européenne, ça a été évoqué, sont ouvertement contre. Il y a même l'ambassadeur de Géorgie en France qui a démissionné il y a 4 jours. Oui, mais enfin bon, je citerai 3 points. D'abord, est-ce que c'est la rue qui doit contester une loi votée par un Parlement élu? Absolument. Voilà, la Géorgie est quand même une démocratie. Bon, on peut avoir des doutes sur comment se sont passées les élections. Hein. Bon, ça, je l'admets. Néanmoins, vous avez un Parlement. Un Parlement qui, malgré la pression dans la rue, a maintenu à sa 3e lecture le vote, je dirais, de cette loi. On peut en penser ce que l'on veut. Il y a un moment où on peut toujours se poser la question d'un cadre plus général. Est-ce que c'est la rue qui commande aux parlementaires? Deuxième point, on parle de l'Europe. L'Europe, effectivement, a fait des propositions à la Géorgie pour rejoindre l'Union européenne,
mais je doute fort que ça puisse se faire tant que 20% du territoire géorgien reste occupé par la Russie. Nous avons l'exemple de Chypre, qui n'est pas un bon exemple, et on le regrette presque tous les jours, qui nous pose un problème effectivement de cohérence. Donc, est-ce qu'on pourra accepter une Géorgie dont 20% du territoire est occupé par la Russie et que la Russie ne reviendra pas en arrière? Exact. Donc, voilà. Et puis, un troisième point aussi, alors maintenant, il y a des élections législatives, et me semble-t-il, en octobre 2024 aussi en Géorgie. Peut-être que ça remettra les choses en place. Mais voilà, nous avons un contexte très particulier. Alors, on peut toujours dire effectivement que la Russie est derrière, qu'elle anime, que le Premier ministre géorgien, il est très proche de la Russie. Bon, c'est vrai. Mais maintenant, il y a un cadre général, et si vous reprenez l'exemple de la Géorgie et celui de la place Maïdan en Ukraine, vous avez des similitudes avec des influences étrangères. Exact. On a du mal à discerner, mais néanmoins, ils sont arrivés avec cette attraction de l'Europe. C'est quoi l'Europe? L'Union européenne, pour tous ces pays-là, c'est pour la jeunesse, effectivement, un épanouissement économique, un épanouissement dans la liberté. C'est quand même presque un idéal à atteindre. Bon, donc on peut comprendre qu'une jeunesse soit très attirée par cela. Et puis il y a peut-être d'autres réalités. Alors, je ne prendrai pas position sur la loi contre sur les agents de l'étranger. Personnellement, je dirais quand même que il faut quand même être vigilant sur des organismes qui seraient financés plus ou moins d'une manière importante par des pays étrangers. Absolument. En France, on n'arrête pas de dire qu'on veut lutter contre l'ingérence. Ou des partis d'ailleurs. Merci énormément pour votre présence avec nous ce soir et pour vos éclairages ce soir. Excellente intervention, Général François Chauvency. Merci. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et comme d'habitude aussi pour vous, Colonel Saoud. Merci beaucoup. C'est moi. Et mes remerciements aussi à l'excellent Hicham Mouatadid. Merci d'avoir été avec nous depuis Vancouver ce soir. Je vous remercie. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée.